Au cours de notre réunion, nous avons également décidé de prendre de nouvelles mesures pour rapprocher encore davantage l'Ukraine de l'OTAN. Alors que l'Ukraine poursuit ses réformes vitales, nous continuerons à la soutenir sur la voie irréversible de l'adhésion à l'OTAN. Le travail que nous accomplissons ensemble aujourd'hui permettra à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN sans délai lorsque le moment sera venu. La question n'est pas de savoir si, mais quand. Bon, déjà, premièrement, c'est un tournant. Non. Irréversible, c'est un mot qui a été rajouté pour marquer que dans la durée, mais c'est assez extraordinaire aussi le mot, c'est sans délai quand le temps viendra. Donc si vous voulez, on joue un peu sur les mots. Je rappelle que l'Ukraine a vocation à rentrer dans l'OTAN depuis 2008. Donc ça fait un petit peu longtemps quand même. Mais donc il n'y a pas de changement majeur. Alors on en a rajouté sur l'armement qui est fourni, etc. Mais sur la position, je pense que M. Zelensky s'y attendait. Il fait mine d'être déçu, mais il s'attendait qu'il n'y ait pas de décision sur le timing, pour prendre un mot anglais, de l'Ukraine rejoignant l'OTAN. Alors reste que la Russie, elle menace, je le disais. Regardez ce que dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité donc par les agences officielles russes, évoquant donc une nouvelle fois la puissance militaire et les capacités de dissuasion de Moscou. Nous sommes obligés d'analyser très profondément les décisions qui ont été prises au sommet de Washington. Alors attendez, moi j'ai pas fini. Merci. Mercredi, les discussions qui ont eu lieu, qui permettent d'analyser très attentivement le texte de la déclaration qui a été adopté. Il s'agit d'une menace très sérieuse pour la sécurité nationale et d'ajouter le travail sur la doctrine nucléaire est en cours. Ces discussions ont effectivement lieu, les spécialistes en débattent, mais ce n'est pas le seul moyen de dissuasion. Donc encore une fois, quelles mesures réfléchies, coordonnées, efficaces pour contenir l'OTAN la Russie peut-elle prendre, pour reprendre ces mots ? Pardonnez-moi, c'est blabla, blabla, blabla. La Russie ne peut pas se permettre de ne pas réagir alors que tous les alliés sont réunis à Washington et veulent montrer leur unité. Dans un moment difficile, le moment difficile, je ne vais pas refaire le film entre Trump et Biden, les élections en Europe, les élections en France, tout ça c'est un moment difficile quand même politiquement. Mais à côté de ça, ce dont on parle peu, c'est la montée en puissance militaire de l'OTAN. Et là, on n'en parle pas, parce que forcément, à Washington, c'est politique, donc on n'en parle pas. Mais je peux vous dire que ce qui se passe dans les armées de l'OTAN est une révolution. On est en train de monter ce que moi, j'ai connu il y a plus de 30 ans. C'est-à-dire quand nous étions face au pacte de Varsovie, où nous étions prêts à faire la guerre. Eh bien, c'est ce que sont en train de faire les armées de l'OTAN. Et je veux mimer le président Poutine, à qui on posait la question il y a 15 jours, en disant « Et l'OTAN ?» Il dit « Mais qui est assez fou pour penser que je vais me heurter à l'OTAN ?» Évidemment que je ne pourrais pas le faire. Il n'a pas réussi à vaincre l'Ukraine en 2 ans et demi de guerre. Comment voulez-vous qu'il se heurte à l'OTAN ? Alors, on en vient au F-16. Est-ce que les F-16, ils vont voler dans le ciel ukrainien dès cet été ? On écoute Anthony Blinken du côté des États-Unis qui l'a annoncé. Je suis heureux d'annoncer qu'à l'heure où nous parlons, le transfert des avions F-16 est en cours, en provenance du Danemark et des Pays-Bas, et que ces avions voleront dans le ciel ukrainien cet été pour s'assurer que l'Ukraine puisse continuer à se défendre efficacement contre l'agression russe. Quelles seront les actions prioritaires de ces F-16 quand ils seront donc dans les prochains jours, puisque cet été, on y est, dans le ciel ukrainien? Ils vont permettre de faire quoi pour être très concret d'entrée? Avant de répondre à ça, je ne veux pas faire de peine à mes amis américains, mais c'est un scandale que ce soit M. Blinken qui annonce que des avions néerlandais et danois vont être déployés. Je rappelle que la manœuvre américaine là-dessus, qui a plein de F-16, qui ne fournit aucun F-16, c'est que, messieurs les Européens, livrez les F-16 et nous vous vendons des F-35. Qui coûtent 10 fois plus cher que des F-16. Donc vous voyez la manœuvre commerciale américaine. Bon, ceci étant dit, coup de pied à mes amis américains, parce qu'il ne faut pas être naïf quand même dans les manœuvres américaines, ils vont avoir mission principale, la défense antiaérienne. Et là, je note quelque chose. C'est que quand le ministre de la Défense américain a parlé, vous savez, des frappes dans la profondeur qui étaient limitées dans la zone de Kharkiv. De Kharkiv, oui. Eh bien, il a dit, mais pour la défense aérienne, c'est un autre sujet. Ça veut dire que les F-16 équipés de missiles antiaériens seront capables d'abattre des avions russes au-dessus du ciel russe, parce que ceux-ci tireront
sur l'Ukraine. Donc c'est un renforcement de la défense aérienne ukrainienne importante. Mais quel type de missiles ? On ne sait pas de quel type de missiles ils seront équipés. Les missiles les missiles RR. Parce que je voyais effectivement pas mal d'hésitations sur le sujet, non ? Non. Les missiles anti-aériens qui équipent les F-16, tout le monde les connaît. Enfin, toutes les armées occidentales qui en sont occupées sont équipées de ces missiles. Je disais que la portée varie selon les versions, mais je rentre peut-être un peu trop dans le détail avec cette question. Est-ce qu'on sait par contre combien de F-16 vont être envoyés et est-ce que ce sera suffisant ? Parce que, après tout, c'est aussi ça la question. Je me permets. Les promesses occidentales, pour avoir regardé, c'était un total inférieur à 100, alors que le président ukrainien, je crois que c'était en avril ou quelque chose comme ça, au mi-mai, disait en avoir besoin de 120 à 130. Bon, écoutez, 120, 130, je ne sais pas. Moi, je crois que le premier batch, ça va être 35, à peu près. Hein. Donc, on est dans la fourchette basse, un petit peu. Tout ceci va arriver. Et ceci rentre dans la stratégie ukrainienne. Quelle est la stratégie ukrainienne aujourd'hui ? Tenir sur le front. Ça, c'est la première stratégie. Deuxièmement, frapper dans la profondeur. Les F-16 ne permettront pas de frapper dans la profondeur. Ils n'auront pas de missiles air-sol pour frapper dans la profondeur. En revanche, ils vont permettre de tenir en empêchant l'armée de l'air russe de pouvoir frapper les forces ukrainiennes. Et en même temps, de pouvoir empêcher les avions russes de renforcer la flotte de la mer Noire, puisque vous savez que la flotte russe a été détruite à 30% à peu près dans la mer Noire, ne peut tirer que de très loin, mais tire quand même des missiles à partir des ports russes de la mer Noire. Et donc voilà à quoi vont servir ces F-16 aujourd'hui, en attendant les renforcements qui, eux, devraient permettre, si l'Ukraine en a les moyens, de mener une offensive que je ne vois pas avant 2025. Hein. Vous savez qu'il y en a qui disent merci, mais trop tard. Alors, trop tard, oui, toujours trop tard, vous avez raison. Ça fait 2 ans qu'on avance à petits pas et que probablement, si on avait mis tous ces moyens à disposition de l'Ukraine il y a 2 ans et demi, mais je voudrais simplement rappeler que le premier réflexe des Américains, le 24 février 2022, ça a été de rapatrier leur ambassade, leurs conseillers et de demander à M. Zelensky de partir. Ça veut dire que les Américains n'avaient pas envie de résister, en fait, à ce moment-là. Alors, est-ce que l'efficacité, elle est réduite ? Je précise la question. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les défenses aériennes russes réduiront l'efficacité des F-16 si les États-Unis n'autorisent toujours pas l'Ukraine à utiliser les ATACMS pour détruire les systèmes de défense aérienne russes en territoire russe. Oui, alors écoutez, là, le système devient un peu plus complexe. Hein. Les ATACMS, ça permettrait de frapper dans la profondeur les systèmes anti-aériens russes, bien sûr, mais je rappelle que les systèmes aériens russes qui sont sur le sol russe pourront être tirés par d'autres moyens dont les Ukrainiens disposent, en particulier les Storm Shadow et les Scalp français. L'OTAN s'engage également sur une aide de 40 milliards d'euros, c'est la principale annonce à l'Ukraine pour l'année à venir, et 5 systèmes de défense vont également être envoyés. Là, c'est majeur ou c'est tout à fait relatif. Et attention à l'effet d'annonce. Je fais la même remarque que j'ai fait tout à l'heure à M. Blinken. Je rappelle que ce n'est pas l'OTAN qui le fournit, ce sont les pays de l'OTAN. Et ça fait une grosse différence. Parce que si c'est l'OTAN qui le fournit, l'OTAN se retrouve face à la Russie. Or, les Américains ne veulent pas être face à la Russie. Et donc, ce sont les pays de l'OTAN qui se sont engagés à verser 40 milliards par an. Et c'est l'OTAN qui va contrôler le fait que les pays le fassent bien. Et c'est bien les pays qui vont le faire. Même chose pour les systèmes anti-aériens qui vont être fournis, en particulier les 5 systèmes Patriot. C'est pas l'OTAN qui les fournit, ce sont les pays. Alors également au cœur des discussions à l'OTAN, Joe Biden. Quel que soit le résultat des élections américaines, les États-Unis resteront un allié solide et loyal de l'OTAN, dit Jens Stoltenberg, le patron. L'élection américaine, elle inquiète d'autant plus que Joe Biden sera-t-il encore candidat dans quelques heures, dans quelques jours. Il joue très gros ce soir. Certains disent même qu'il joue sa survie politique. Pourquoi ? Parce qu'il se confronte aux journalistes ce jeudi soir et il doit tenter toujours de faire taire les voix après son débat calamiteux face à Donald Trump. Ce sera à 23h30 heure française. Bonsoir à vous, Axel Monnier. Ce sera avec l'heure locale, 17h30 de votre côté. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Washington. Alors cette conférence de presse, c'est un exercice qui n'affectionne pas particulièrement Joe Biden. Alors c'est un test qui s'annonce redoutable pour lui, non ?
Ah oui, effectivement, la dernière fois qu'il a mené une conférence de presse tout seul, c'était il y a plus de 8 mois. Il n'aime pas ça d'abord parce qu'il n'est pas très à l'aise au contact des journalistes, parce qu'il est assez gaffeur et aussi, il faut le dire, depuis 4 ans, depuis la campagne 2020, ses équipes le protègent énormément des journalistes, justement par rapport à son âge, à sa fatigue et à d'éventuelles bourdes ou chutes ou autres. Mais la question, est-ce qu'elle est encore là? Est-ce que c'est encore une opération de la dernière chance, comme l'avait été la semaine dernière l'interview avec ABC? Il semble qu'on soit au-delà de ça. Et il y a une situation qui résume assez bien la situation. Est-ce que pense ici le Landerneau, on va dire, de Washington? C'est un démocrate qui, sous couvert d'anonymat, dit qu'il faudrait qu'il fasse des sauts périlleux, des pompes sur scène lors de cette conférence de presse pour qu'éventuellement il sauve sa candidature, mais ça n'arrivera pas. C'est trop tard. Et c'est vrai que ces dernières heures, Joe Biden a subi 2 coups durs successivement. D'abord, George Clooney. Ça a l'air peut-être anecdotique vu de France, mais George Clooney, c'est un militant démocrate de premier ordre, un des plus gros donateurs du parti, et son influence au sein du Parti démocrate est bien plus importante qu'on pourrait le croire. D'ailleurs, dans la foulée de sa tribune dans le New York Times, eh bien, sachez qu'une autre grande soirée de levée de fonds a été annulée à Chicago. C'est dire si les donateurs sont inquiets. L'autre, c'est d'un point de vue plus politique. Nancy Pelosi, l'ancienne patronne de la Chambre des représentants, une démocrate historique, âgée, qui a su se retirer de son poste il y a quelques mois. Elle n'a pas directement appelé à se désister, mais elle a dit qu'il devait prendre une décision. Or, Joe Biden a pris cette décision. Sous-entendu, eh bien, il doit prendre l'autre décision. Voilà ce qui se passe. Ici, tout s'accélère. La pression est énorme sur Joe Biden actuellement, sur ses équipes également. Des tonnes de réunions sont en cours, pas très loin d'ici, du côté du Congrès. Et donc, on suivra évidemment cette conférence de presse, mais pas sûr qu'elle change grand-chose à l'avenir de Joe Biden.